Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. C'est un crash économique. L'aventure de l'A380 est terminée. Airbus annonce la fin de la production. Page complète dès le début de ce journal. Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel. Surprise générale à Bordeaux, mais aussi dans la classe politique nationale. Pourquoi ce choix? La réponse dans cette édition. Et enfin, nous irons au théâtre. Molière fait toujours recette. En ce moment, c'est Lambert Wilson qui interprète le Misanthrope à Paris. Donc Nikos, nous avons à 8h12 Vincent Hervouette avec les violences en Haïti. Les manifestants réclament le départ du président Jovenel Moïse. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse. Europe 1. On s'y attendait, c'est confirmé. Airbus abandonne son jumbo jet. Fin de production pour l'A380, un avion magnifique, mais les compagnies aériennes n'achètent pas. Cela rappelle évidemment le destin du Concorde. Bonjour François Geffrier. Bonjour à tous. On parle, François, d'une perte sèche autour de 10 milliards d'euros pour Airbus. Oui, Airbus n'a pas encore fait le bilan, mais c'est bien sûr une catastrophe, un échec retentissant. Si vous allez ce matin sur le site web d'Airbus, l'A380 est encore présenté comme le futur de l'aviation long courrier. Sauf que le futur imaginé par Airbus au milieu des années 2000 n'est jamais arrivé. L'A380 est un avion de 500 passagers. Embarquer et débarquer tout ce petit monde, c'est une logistique énorme. Il a fallu construire des terminaux spéciaux dans les aéroports, renforcer certaines pistes. Et puis, économiquement, ça ne tenait pas. Sur un Paris-New York, vous pouvez utiliser un A380, il y a suffisamment de monde, mais pas sur une liaison avec une ville plus petite. Enfin, c'était très cher, 400 millions de dollars au catalogue, 100 millions de plus qu'un Boeing 777. Airbus avait tenté un lifting avec la 380+, plus économe en carburant, ça n'a pas sauvé le programme. La compagnie Emirates, qui annonce réduire ses commandes, était historiquement le plus gros client de cet avion. On ne produisait plus aujourd'hui qu'un A380 tous les 2 mois, alors que, pour vous donner une idée, si vous prenez le modèle plus petit, la 320, le constructeur Airbus prévoit d'en faire sortir 2 chaque jour de ses usines cette année. Merci à vous François Geffrier. Prenons maintenant la direction de Toulouse où nous rejoignons notre correspondant Benjamin Péter. Vous êtes, Benjamin, devant l'usine où on assemble la 380. On imagine l'émotion des salariés. Oui, je me trouve devant cette usine aux dimensions hors normes. Ces hangars gigantesques où sont assemblés le gros porteur. La fierté des salariés, et ce matin, c'est un coup de massue. J'ai vu arriver quelques salariés qui venaient de l'apprendre, mutiques. J'ai pu joindre Françoise Valin, la représentante de la CFE-CGC. Pour elle, ça n'est pas vraiment une surprise, mais ça reste douloureux. On avait bien conscience qu'Emirates, la compagnie Emirates, était vraiment la compagnie qui faisait tenir ce programme. Donc, on savait très bien que le programme tenait qu'à un fil. Et puis, voilà, aujourd'hui, ce fil est rompu. C'est vrai que c'est un gâchis quand on voit cet avion, parce que cet avion, c'est un avion qui est plébiscité par les passagers. C'est un avion qui a fait énormément progresser Airbus, ses fournisseurs, ses sous-traitants. Ça sera vraisemblablement un peu la source à la grimace. Ça me rappellera, en tout cas personnellement, de très mauvais souvenirs, comme cette dernière journée où j'ai vu arriver un Concorde, en se disant que ce Concorde venait atterrir à Toulouse pour la dernière fois. C'était exactement ce même sentiment-là. C'est un peu lourd de se dire qu'on vit ça dans une carrière, surtout quand on aura toujours en face ces bâtiments qui, eux, resteront. Et au-delà de l'émotion, l'inquiétude, évidemment, elle concerne l'emploi, puisque dans son communiqué, Airbus indique que 3000 à 3500 emplois pourraient être touchés par l'arrêt de ce programme dans les 3 prochaines années. Merci Benjamin Péter en direct de Toulouse pour Europe 1. C'est un très gros morceau pour la suite du quinquennat, la réforme de la fonction publique. Absolument, et le gouvernement a abattu ses cartes hier soir. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt a présenté au syndicat de fonctionnaires l'avant-projet de loi. Et c'est peu dire qu'il ne leur a pas plu. Ils ont presque tous claqué la porte après 1 heure de réunion parce que la volonté de Bercy, c'est une refonte totale de la fonction publique. Olivier Samin. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme va transformer en profondeur le fonctionnement des administrations. Recours élargi aux agents contractuels, possibilité de recruter des profils venus du privé pour des postes à haute responsabilité, création d'un contrat de projet pouvant durer jusqu'à 6 ans pour exercer des missions spécifiques que l'administration ne sait pas bien accomplir aujourd'hui, suppression de la référence à la notation pour instaurer à la place un entretien professionnel, comme dans le privé. Prise en compte accrue de l'implication professionnelle et du mérite pour déterminer la rémunération. Mise en place de plans de départ volontaires quand un service est supprimé ou reconfiguré. Création d'une instance unique de dialogue social à la manière de ce que les ordonnances Macron ont fait dans le secteur privé. Ou encore, suppression des régimes dérogatoires en matière de temps de travail dans la fonction publique territoriale. Dans certaines villes ou départements, les agents font moins de 35 heures du fait d'accords très anciens. Ce ne sera bientôt plus possible. Ces nouvelles règles, dit le gouvernement, ne visent pas
à remettre en cause le statut des fonctionnaires, simplement à rendre la fonction publique plus attractive et plus réactive. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Le Macron Show continue aujourd'hui et fait étape dans l'Indre. Le président de la République débattra avec les maires du département à partir de midi. Il échangera ensuite avec des chefs d'entreprise à 16h. Le taux de chômage recule de 0,3 points à 8,8% de la population active selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. C'est le plus bas niveau depuis 2009. La suite du journal avec David Doucan, avec un secret qui a été bien gardé, puisqu'Alain Juppé quitte Bordeaux et va faire son entrée au Conseil constitutionnel. Oui, et cela a surpris toute la classe politique, en particulier à Bordeaux, qui va donc perdre son maire. Bonjour Stéphane Place. Bonjour David. Bonjour, vous êtes en direct pour Europe 1 depuis Bordeaux. Même les plus proches d'Alain Juppé n'ont rien vu venir. À surprise totale, y compris pour Stéphane Delot par exemple, fidèle parmi les fidèles, adjoint d'Alain Juppé depuis plus de 20 ans. On a envie de lui dire merci, même si on est, c'est vrai, un peu sous le choc de l'émotion. Et de la surprise, qu'il n'y a rien qui avait filtré ? Strictement rien. J'ai vu déjà un certain nombre de mes collègues qui n'en savaient pas plus. Des élus locaux qui tombent de l'armoire, pour reprendre l'expression de l'un d'eux, sentiment partagé par les Bordelais que nous avons croisés ici devant l'hôtel de ville. Complètement surpris par son attitude. Moi, je pense qu'il aurait dû rester jusqu'à la fin de son mandat. Peut-être est-ce dû un petit peu à tout ce qui s'est passé depuis les dernières semaines avec les gilets jaunes. J'ai l'impression que ça commence à l'agacer. C'est une bonne chose parce que c'est un homme sage. C'est vrai que c'était un très bon maire. Le dynamisme de la ville qui a bien bougé depuis qu'il est là. Sa succession, ses motivations profondes, Alain Juppé devrait en dire un peu plus tout à l'heure, à 11h, au cours d'une conférence de presse ici à la mairie. Merci Stéphane Place. Et bonjour, Mickaël Darmon. Bonjour. C'est Richard Ferrand qui propose Alain Juppé au Conseil constitutionnel, mais bien sûr, Emmanuel Macron a validé ce choix. Quelle est, Mickaël, la signification politique de cette nomination ? Le message envoyé par le président est clair. Continuer à placer au Conseil constitutionnel des hommes d'État avec une dimension supplémentaire. Alain Juppé, c'est l'homme du cordon sanitaire contre l'extrême droite, le principe absolu des néo-gaullistes et des chiraciens depuis des années, le représentant d'une droite humaniste et européenne. C'est la leçon tirée au plus haut niveau de l'État, alors que l'avant-garde idéologique des Gilets jaunes menace l'idée justement de l'État de droit, que l'idéologie populiste progresse partout en Europe, menace la démocratie, que les actes d'intolérance sont de plus en plus assumés. Emmanuel Macron protège l'État de droit face à un avenir incertain. Alain Juppé devient gardien de la Constitution aux côtés de Laurent Fabius, parce que face au vent mauvais qui souffle sur le pays, Juppé a toujours été droit dans ses votes. Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet éclairage. Et David, 2 autres responsables politiques vont faire leur entrée au Conseil constitutionnel. Oui, l'ancien ministre Jacques Mézard, nommé par Emmanuel Macron, et le sénateur d'hiver droite du Cher, François Pillet, choix du président du Sénat, Gérard Larcher. Une petite pique de la part d'un Premier ministre à l'endroit de son président, cela peut arriver. Interrogé hier soir sur LCI au sujet des petites phrases d'Emmanuel Macron qui ont pu choquer, comme traverser la rue ou les Gaulois réfractaires, Édouard Philippe a répondu, je cite, « Moi, j'essaye de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime ». Et puis ce 14 février est aussi une triste commémoration, celle de la tuerie dans le lycée de Parkland en Floride. Oui, 17 adolescents avaient été abattus il y a 1 an par un ancien élève. 1 an plus tard, donc, le danger des armes à feu est toujours là, au point que de plus en plus de parents choisissent d'équiper leurs enfants avec des sacs à dos gilets pare-balles. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. C'est un sac à dos noir d'apparence classique, mais quand Damien Ross, son concepteur, tire sur les 2 lanières aux épaules, en 1 seconde, un panneau pare-balles vient se coller à sa poitrine. Il y a le même à l'intérieur du sac pour le dos. D'un coup, vous portez un gilet comme les militaires, explique Damien, qui a lui-même testé tous les calibres sur ses sacs à dos. Les seuls, dit-il, qui résistent aux balles de fusil d'assaut comme celui utilisé en Floride l'an dernier. On a plus de demandes quand il y a des fusillades, reconnaît Damien. Et en particulier après Parkland, sa propre nièce est une rescapée de ce lycée. Et si cela ne tenait qu'à lui, tous les élèves américains porteraient un sac à dos pare-balles. C'est une solution pour un problème immédiat. S'il pleut, vous prenez un parapluie. Sur le moment, vous vous souciez de ne pas être mouillé. On s'occupera plus tard de ce qui cause la pluie. Ça n'arrêterait pas le problème, mais ça aide. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je ne sais pas. C'est pas mon boulot. Je ne suis pas un expert du contrôle des armes à feu. Damien vend ses sacs à dos entre 500 et 900 $. Parmi ses acheteurs, de nombreux adultes qui l'utilisent pour aller au bureau, autre lieu où les fusillades sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. Saddle River, New Jersey, Xavier Yvon, Europe 1. David Doucan, vous nous aviez promis de nous emmener au théâtre. Oui, Lambert Wilson interprète en ce moment le Misanthrope à Paris. La première représentation avait lieu hier soir au Théâtre Libre, anciennement la Comédia. Thierry Geffrotin.
C'est peut-être pour vous un mauvais souvenir de collège ou de lycée. Oubliez ce Molière scolaire. Avec Lambert Wilson en misanthrope, vous allez vous régaler. Je veux qu'on soit sincère et qu'un homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Ce qui est formidable, c'est qu'il faut être très mobile dans ses émotions, passer de l'exaltation suprême à l'abattement le plus noir, des larmes à l'ironie, c'est génial. Vous êtes presque convaincu, mais vous allez encore me dire « Ah, il y a les alexandrins, les vers, les rimes, c'est vieux. » Pas du tout, répond Lambert Wilson. Peter Stein, notre metteur en scène, a été très spécifique. Il voulait que cet alexandrin fût compréhensible par le public. Il nous a fait sortir des mots pour que la phrase soit très 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 bien construite et évidente pour une oreille moderne, ce qui n'est pas facile. Et je pense qu'il nous a aidé à clarifier tout ça, oui. Reste le sujet de la pièce. Évident, me direz-vous, c'est un homme qui déteste tous ses semblables. Eh bien non, c'est surtout une histoire d'amour. Le misanthrope est jaloux et comme le dit si joliment Molière, il a le chagrin bourru. Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1.